Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharp Talk. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Narayana, une figure emblématique du développement local à La Réunion. Entrepreneur passionné et engagé, Joël Narayana a non seulement grandement contribué au secteur du BTP et au développement durable, mais il joue également un rôle clé dans la promotion du tourisme sur l'île. Nous le remercions chaleureusement pour son accueil dans son majestueux hôtel. Préparez-vous à un échange inspirant et captivant. Monsieur Narayana, bonjour. Bonjour à vous. Alors finalement, Monsieur Narayana, le BTP est la source de tout pour vous. Alors tout d'abord, merci de faire aujourd'hui cette petite émission, parce qu'effectivement, je ne connais pas les critères qui vous ont conduit véritablement à procéder à cette sélection. J'espère juste être à la hauteur de ce que vous pouvez attendre de quelqu'un qui pourrait éventuellement être un peu inspirant. Et si toute cette expérience me permet aujourd'hui d'apporter des choses nouvelles dans la perspective de ce que vous souhaitez faire paraître, on sera complètement heureux. Je crois effectivement, après un certain nombre d'années d'expérience, qu'on a probablement des choses très intéressantes à se dire. Et en tout cas, on sera en toute transparence d'une part, et il faudra juste me dire quand les réponses dépassent un peu plus l'entendement. L'entendement. D'ailleurs, j'ai une première question qui me vient en tête, parce qu'il y a tellement de sujets à explorer ensemble. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour comprendre Monsieur Joël Narayana? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui? Écoutez, moi je crois que c'est un équilibre que j'ai essayé de donner pour essayer de réussir, puisqu'on n'a jamais complètement réussi. On a vu des grands hommes tomber par la suite, suite à un faux pas malencontreux. Et du coup, je reste très prudent sur le mot réussite. Pour moi, la réussite, elle n'est jamais atteinte. Et nous devons en permanence continuer à nous perfectionner, à écouter, je crois que c'est le plus important, et surtout à avoir une vie équilibrée entre effectivement le professionnel, la famille, et pour moi qui suis maintenant à un âge un peu plus avancé, pour nos petits-enfants, parce que je pense que la véritable chose qui va conditionner l'avenir, ce sont nos petits. Et je crois que, bien évidemment, tout ça doit être couplé avec le sport, qui est de toute façon un élément inconditionnel de la réussite, parce qu'à partir du moment où on fait du sport, on partage beaucoup de valeurs, et ces valeurs-là, on les retrouve au niveau de nos entreprises. Et c'est toujours l'humain qui revient au centre de tout, et c'est vraiment cela où on doit surveiller le plus scrupuleusement. Vous avez dit... les critères de sélection pour le Sharp Mind. Aujourd'hui, nous, le Sharp Talk, le Sharp Mind, tout ça a pour but de mettre en valeur des personnes inspirantes à La Réunion, des personnes qui peuvent inspirer les prochaines générations, des personnes qui ont une partie de réussite, un certain succès, qui peuvent donner du bon conseil aux personnes qui vont suivre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on interviewe des personnes de votre calibre, parce que vous avez réussi et vous êtes à La Réunion. On n'a pas besoin de chercher des exemples ailleurs. Ici, il y en a. Mais vous, qui vous a inspiré dans votre parcours? Sur qui vous êtes appuyé pour vous dire « je peux le faire moi aussi » ? Alors ça c'est une bonne question, parce que je crois que c'est bien par là qu'on doit commencer. Il y a cette reconnaissance que nous avons envers nos parents, envers cette éducation que nous avons pu recevoir de nos parents, qui ont été d'un précieux conseil, puisque nous savons tous que ce soit notre éducation scolaire ou tout ce qu'on a pu apprendre par la suite, si l'éducation qu'on a pu recevoir dans notre enfance, elle a été mal prodiguée, il est plus compliqué en tout cas pour nous d'avoir par la suite quelque chose qui se passe bien. De ce côté-là, nous avons eu des parents rigoureux, des parents qui nous ont donné une très belle éducation et qui ont la chance d'appartenir, si vous voulez, à une ethnie, à une communauté qui, effectivement, avait pour valeur forte le travail. Et je ne crois pas qu'on puisse avoir une réussite sans travail. En tout cas, ça, on ne nous l'a jamais enseigné. Par contre, travailler de manière récurrente, de manière considérée,
pour obtenir quelque chose. Je pense que ça peut être effectivement un des critères qui peut nous faire atteindre un niveau de réussite. S'il y a des gens qui procèdent par réussite via la loterie, en tout cas, nous, chez nous, on a compris que la valeur travail, c'est le point numéro 1 de la réussite. Okay. C'est intéressant tout ça, je vois que vous êtes vraiment multicritère, multifactoriel dans votre vision de la réussite. Et d'ailleurs, vous avez une vision de la réussite qui vous est propre, on pourra la développer après. Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat à La Réunion, l'un des premiers noms qui sort, c'est souvent Joël Narayana et d'autres noms assez connus. C'est quoi le critère, l'ingrédient magique qui fait que quand vous touchez un truc, ça marche? Parce que vous avez parlé de travail, mais est-ce que dans le travail, il y a un ingrédient que vous avez mis qui vous est propre aujourd'hui? Mais moi, je crois que le premier critère, effectivement, c'est la foi. La foi, d'une manière générale, et la foi dans ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet si on ne croit pas. Et à partir du moment où on croit, c'est vrai que ça génère une force, ça vous donne une capacité à vous projeter et ça vous apporte peut-être aussi des idées qui viennent structurer ce que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être un élément qui doit être davantage propagé parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème de foi dans ce que les gens font parce qu'ils ne croient plus, d'accord, alors que c'est un fondamental. C'est intéressant ça parce que la foi, c'est un concept qui est à la fois abstrait, on ne sait pas comment l'avoir, et c'est un concept qui revient souvent. J'avais lu récemment Napoléon Hill, La puissance de la persuasion, qui disait qu'il fallait avoir la foi. Comment on la développe cette foi? Comment elle se matérialise en vous? Est-ce que c'est par le sport? Est-ce que c'est par le fait d'avoir une vision, d'avoir de l'espoir de réussite? Comment ça s'est matérialisé? Alors la foi, on revient à la case départ, c'est-à-dire la foi, c'est ce que nous a enseigné dans notre enfance nos parents. C'est-à-dire croire dans ce que nous allions faire, il fallait effectivement avoir un cadre qui permette de démontrer tous les jours que la foi est importante. Pour nous, pratiquer une religion comme l'hindouisme est une religion qui est très riche, qui est extrêmement imagée, qui nous donne effectivement matière à comprendre que la foi, c'est pas uniquement aller au temple tous les jours ou prier tous les jours sans savoir véritablement où on va, mais au fur et à mesure de notre apprentissage, nous avons vu des actes qui corroborent, et au fur et à mesure que l'on monte dans l'âge ou dans la compréhension, il y a une logique, il y a une cohérence, il y a une adéquation qui fait qu'effectivement on se dit on a raison de croire. J'en veux pour preuve l'avantage, en tout cas la compréhension d'un sujet comme l'hindouisme qui est immense. Quand il y a eu la Covid, on a bien vu que le premier geste qui a été demandé, c'est de ne plus se dire bonjour et se serrer la main. Alors que chez nous, dans l'hindouisme, on ne se serre pas la main, on fait namasté. Ce geste est important parce que ça veut dire que nos ancêtres, ils avaient compris déjà qu'il y avait des gestes qui étaient prohibés, ou en tout cas à ne pas faire. Et quand bien même on a continué à faire ou à vivre trop à l'européenne, on a bien vu qu'à un moment donné, ça se retourne contre nous. Un deuxième exemple, quand on fait une cérémonie avec les 7 éléments, on se rend compte qu'on redonne, au moment où on prie devant le feu, on redonne les éléments de la nature, les fruits, etc. Et tout ça, ça a du sens, parce qu'au final, ça rappelle, si vous voulez, la nature, comment on doit respecter aussi bien la terre, la plantation, toute cette rotation, tout ce cercle vertueux, où on rend, qu'il soit à travers les fruits ou la nourriture, si vous voulez, il y a tout ce circuit qui nous fait réfléchir, où on est devant une espèce d'admiration permanente, où on doit tous être précautionneux par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie. Donc vous voyez, on se dit, au final, tout cela est vraiment, c'est vraiment une chance d'avoir compris tout cela et de le pratiquer, puisqu'on l'a toujours fait. C'est en plus ce qui est génial à La Réunion, c'est que là vous parlez de l'hindouisme, on a des musulmans, on a des chrétiens à cette table également, on a de toutes les religions. Ici à La Réunion on peut encore en parler, de cette foi spirituelle qui n'est pas religieuse, c'est-à-dire qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas enfermer les gens dans un système de croyances fermées avec des choses à faire. Par contre moi je parle de la foi comme cette force opérationnelle de l'intention, c'est-à-dire on a envie de faire des choses, on agit avec l'espoir et la certitude que ça va arriver. Vous le dites que dans la religion, dans votre manière de pratiquer, ça a été de faire
faire des actions parce que vous savez qu'il y a des bénédictions qui arrivent et vous allez faire les choses pour que ces bénédictions arrivent également. Est-ce que dans l'entrepreneuriat, cette fois aussi, c'est pas juste un calque de ça finalement, que les religions nous enseignent déjà comment être un entrepreneur à succès, une personne de valeur qui partage avec les générations d'après? Ça vous donne déjà un état d'esprit. Un état d'esprit qui crée aussi le partage. Et c'est vrai que l'humain, le partage, ce sont des valeurs qui nous font prospérer. On ne peut pas réussir tout seul. La réussite tout seul, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on réussit, il y a toujours des personnes qui sont autour de nous qui contribuent également. Nous, on est, disons, porteurs peut-être d'un message à un moment donné de l'action. Mais dans la vie de tous les jours, c'est toujours une équipe. Et pour constituer cette équipe, il faut arriver à donner cette foi également aux gens qui sont autour de nous et qui croient également comme nous qu'on peut arriver à atteindre tel ou tel objectif parce qu'on est dans la même ligne de pensée. Donc ça revient effectivement à partager, ça revient à se mettre d'accord sur des fondamentaux et c'est là-dessus où peut-être le fait d'avoir une stabilité, d'avoir une famille, d'avoir un comportement rationnel, parce que les gens observent, ils se rendent compte qu'il y a une cohérence dans ce que l'on fait et ils ont envie de se retrouver autour de nous. Vous-même, ce matin, vous m'interpellez parce que vous dites, effectivement, vous entendez parler de moi et je pense qu'on essaye en tout cas d'avoir une image de quelqu'un qui se bat pour une économie, pour des actions sur le plan social. On est beaucoup également dans l'entraide, dans l'humanitaire. Donc je pense qu'à un moment donné, si on fait notre travail, parce que c'est un travail, si on le fait, ça nécessite des sacrifices et le résultat, en principe, il devrait être au bout. Nous vous le dites, on vient vous voir parce qu'on recherche la réalité. C'est-à-dire au-delà des apparences qu'on voit dans les journaux et ce qui se passe, au-delà de regarder votre hôtel, la Koya, c'est qui est derrière, qu'est-ce que vous avez fait, la réalité de ça. Mais je vais revenir juste sur la foi. À La Réunion, on a énormément, on peut faire du sacrétisme à La Réunion, puisqu'il y a énormément de religions et de flux. Est-ce que du coup, un Réunionnais a un potentiel beaucoup plus fort à entreprendre naturellement qu'ailleurs dans le monde, selon vous? Non, je pense qu'à La Réunion, il faut déjà se dire que la réussite est moins facile que, non pas ailleurs, mais disons, la référence serait dans l'Hexagone, en métropole. Pourquoi? Parce qu'on est sur un territoire qui est beaucoup plus exigu, avec une pression, j'allais dire, directe au mètre carré, au centimètre carré, qui est plus importante, et en fait, on n'a pas droit à l'erreur. Oui. D'accord? En métropole, lorsqu'on fait, j'allais dire, un impair, on peut changer de département, on peut aller voir ailleurs, et les choses se dissipent dans le temps. Ici, ça reste ancré. Et il faut des générations pour pouvoir en sortir. Donc, non, La Réunion n'est pas un territoire facile. La Réunion n'est pas un territoire où on peut se permettre de faire n'importe quoi. La Réunion est justement un territoire où il faut prendre beaucoup plus soin et faire beaucoup plus attention par rapport à ce que l'on fait, parce qu'effectivement, les traces sont indélébiles. C'est intéressant parce que finalement, vous avez une vision au-delà de l'aspect entrepreneurial qui touche aussi des sujets économiques et sociaux. D'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, que vous avez aussi une vision là-dessus. Aujourd'hui, comment vous voyez l'économie et le social à La Réunion? Quels sont les freins qui l'empêchent de prospérer? Et quelle idée vous avez en tête? Est-ce que vous avez une image là-dessus? Alors, à un moment donné, j'avais un peu craint que nos élus, nos politiques, aient un peu de mal à se saisir véritablement du sujet de développement économique. Or, je me rends compte que ce sujet aujourd'hui, il est appréhendé de manière plutôt positive et les élus, en tout cas, s'en emparent plutôt positivement. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris le fonctionnement de l'économie, je pense que le social, il s'enclenche automatiquement et les choses s'améliorent. Je pense qu'au niveau des collectivités locales, nous n'avons pas de mal en fait à nous expliquer et à faire passer nos projets parce que souvent ces collectivités sont animées par des gens qui sont majoritairement issus de La Réunion, donc qui connaissent notre histoire, qui connaissent éventuellement nos objectifs, ils voient où on veut aller. Là où on a peut-être plus de mal, où j'aurais aimé inviter beaucoup plus l'État via ses responsables à mieux accompagner les entreprises parce que je pense que ces gens qui nous dirigent n'ont pas forcément la connaissance suffisamment approfondie en tout cas de notre environnement, de notre histoire
et ne savent pas véritablement où on veut aller. Sauf que, entre-temps, on n'est pas non plus interpellé de manière claire. C'est-à-dire que souvent, c'est un refus sur un dossier, d'accord ? Alors qu'il y a des questions qui peuvent être répondues et qui peuvent effectivement être clairement exposées pour que les réponses appropriées soient apportées pour que les dossiers soient débouclés. Or, dans les dossiers, dès que l'État doit nous apporter sa réponse, on voit bien qu'on a encore beaucoup de réticences. Ce n'est pas une critique, c'est justement une façon de peut-être mieux construire l'avenir, c'est-à-dire, voyons-nous, on n'est pas un bloc contre un autre bloc, on est justement demandeur d'accompagnement, on a besoin de savoir pourquoi, lorsqu'on prend un dossier, on a tendance à le rejeter en bloc, plutôt que de prendre la partie positive du dossier et de le mettre en avant, et demander des compléments sur la partie qui n'est pas comprise ou la partie qui doit être éclaircie. À mon avis, si nous traitons les dossiers de cette manière, nous avons plus de 75% des dossiers qui peuvent être voués à la réussite. D'accord ? Quand je prends par exemple le cas des permis de construire, je suis sûr que si jamais on descend un peu plus dans les vraies questions qui animent une demande de permis de construire, on aurait énormément de logements qui pourraient être débloqués, alors que ce travail n'est pas fait. On reste dans un cadre qui est très administratif, bien évidemment trop juridique à mon avis, et tout ça, je comprends, probablement sous le couvercle du principe de précaution. Mais le principe de précaution, aujourd'hui, il est en train de nous enfermer. C'est-à-dire qu'on n'a plus de marge de manœuvre, et cela est préjudiciable, parce qu'on voit bien qu'on a une économie qui est descendante, et qu'on va avoir beaucoup de mal, en fait, à restabiliser cette économie, tellement elle est descendue. Et on ne regarde pas ailleurs. Quand on regarde ailleurs, dans d'autres pays, notamment en Asie, et je ne vais pas pointer en permanence l'Inde, mais ça reste une référence parce qu'on voit bien que c'est un pays qui fait déjà partie des grandes économies, mais qui pourrait être le pays où la référence mondiale sera décrétée. Je trouve qu'on devrait voir si les erreurs qu'on a commises, par exemple en France ou en Europe, ne peuvent pas s'inspirer de ce grand continent, puisque ce n'est pas par hasard que le développement à tous les niveaux se fasse sur un territoire aussi immense, où ils y arrivent, et comment nous, en France ou en Europe, avec les moyens que nous avons déjà, on n'arrive pas à surmonter les obstacles. C'est intéressant ça, parce que comment on explique tout ça ? Aujourd'hui, quand je vous entends, on comprend que l'État, même si on doit coexister entreprises et État ensemble pour développer l'économie locale, nous met parfois des bâtons dans les roues. C'est compliqué, c'est difficile, le dossier ne passe pas, on voit le point négatif, les impôts augmentent. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas forcément, mais quand on donne 1 000 € à quelqu'un, finalement on paye 1 800 pour l'entreprise. Quand on veut se verser de l'argent, c'est pareil, c'est compliqué. Et ça met pas mal de bâtons dans les roues des entrepreneurs, et j'ai la sensation que vous, qui avez entrepris massivement, correctement, qui avez généré de l'emploi, et un peu parfois en difficulté et se dirait mais comment ça se fait qu'on ne m'aide pas plus alors que je suis un ingrédient phare de l'économie réunionnaise ? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas bien finalement ? Écoutez, moi je pense que le mot accompagnement, il n'est pas appliqué au sens large du terme. Ce qu'on demande, nous, à l'administration, c'est vraiment un accompagnement. C'est de nous dire, quand on monte une activité ou quand on construit un dossier, quels sont les éléments qui peuvent manquer pour y arriver. Et ce n'est pas très compliqué. Et non pas de se voir rejeter en bloc un dossier alors qu'on est peut-être plus proche de la solution que du rejet. Et tout ça, ça crée des frustrations. C'est-à-dire que les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Aussi bien les gens qui ne travaillent pas, qui pourtant sont payés avec les deniers publics, que les gens qui travaillent, ils sont tous en colère. Et je ne comprends pas que l'État ne soit pas davantage soucieux devant cette situation. On assiste aujourd'hui, effectivement, à des scènes dans la rue ou sur le plan de l'insécurité qui doivent vraiment nous interpeller. Et à part, effectivement, constater, je vois qu'il n'y a aucune mesure qui sont véritablement prises. Et on a tous peur pour nos enfants. Justement, M. Narayana, comment faire évoluer justement les services de l'État vers quelque chose de plus humain, plus coopératif et réellement adapté aux besoins du terrain ? Et sur ce sujet d'entreprise en souffrance, selon vous,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accompagner mieux les entreprises? Alors, il y a un manque d'écoute qui est certain. Nous avons ici un déferlement de ministres régulièrement. Et regardez, observez ces ministres quand ils viennent. Tout est organisé. Et ils vont voir que des gens à qui ça les arrange de rencontrer. Les vraies difficultés, les gens qui doivent rencontrer, ils ne les rencontrent jamais. Regardez par exemple toutes les visites ministérielles. Jamais on a visité une entreprise de BTP à La Réunion. Or, c'est le métier qui est peut-être le plus important, qui a peut-être besoin de plus de support, et à chaque fois, on évite de rencontrer ce métier. Nous avons un deuxième métier, puisque vous savez, je pratique quasiment que des grands métiers qui sont, j'allais dire, dans la tourmente, entre guillemets, en tout cas qui ont été reconnus sous tension. Dans l'hôtellerie, dans le tourisme, qui est pourtant un métier qui emploie beaucoup de gens, sur lequel nous avons sûrement, sur le plan économique, un développement à structurer et qui pourrait être extrêmement porteur, mais vous voyez, jamais un ministre a visité une structure hôtelière. D'accord ? Un ministre, il vient, il a besoin de voir celui qui met des grains en boîte, celui qui va éventuellement vendre du vin ou celui qui va faire de l'alcool. L'économie, c'est pas ça. D'accord ? Or, les vraies problématiques, ils ne les soulèvent pas. Ça veut dire que tout ça prend de l'ampleur. À un moment donné, quand ils ont envie ou quand ils prennent conscience et qu'ils essayent de les régler, ben effectivement, les solutions ne sont plus là. Et on en est là. Selon vous, on est sur un volcan alors? Ça risque d'exploser peut-être? Non, le Réunionnais est naturellement sympathique. Ce qui risque effectivement de se passer, ce sont les gens de l'extérieur qui arrivent ici avec cet esprit de mettre un petit peu la zizanie. Mais en soi, le Réunionnais a une capacité de réflexion. Le Réunionnais est très fidèle à la France. Le Réunionnais reconnaît l'apport que fait la France dans notre confort de vie, dans notre assistance permanente, etc. Mais je crois qu'il y a des choses, en tout cas, qui auraient pu être désamorcées si on venait nous rencontrer, si on nous écoutait davantage. Et en fait, on se rend compte que l'écoute manque énormément. Et c'est pour ça qu'il y a plus une incompréhension, au final, qu'une mauvaise volonté. L'État ne peut pas être de mauvaise volonté, parce que sa volonté, c'est justement de faire bien pour que ça se passe bien. Mais quand on n'écoute pas, on ne peut pas avoir l'information, du coup, on ne peut pas traiter l'information. Et je pense qu'on en est plus à ce stade-là. Alors, j'aimerais rebondir sur une chose, puisqu'aujourd'hui, on a la chance de parler avec quelqu'un qui est directeur d'établissement hôtelier. Il y a une question que se posent souvent les Réunionnais. C'est que quand on pense hôtel, quand on pense vacances, on pense Maurice. Alors qu'on a des choses à La Réunion. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre qu'à une centaine de kilomètres, il y a une région qui fonctionne bien au niveau touristique, au niveau hôtel. Et à La Réunion, parfois, ça a du mal à prendre. Comment ça se fait? Comment ça s'explique? Et pourquoi les décideurs politiques ne se disent pas à un moment donné, tiens, le secteur hôtelier, c'est quand même un secteur stratégique qui mérite d'avoir de l'attention, de l'argent, des subventions, pour avoir plus de moyens et faire rayonner finalement la Réunion dans l'océan Indien de manière générale. Comment on peut l'emmener, ça? Alors, moi je vais vous dire, déjà, moi je pense que quand on compare la Réunion à Maurice, pour moi c'est déjà une fausse idée. On n'est pas du tout sur les mêmes typologies réglementaires. On est à La Réunion pour un employé moyen de l'ordre de 3 000 € par mois, et à Maurice, on est plutôt entre 300 et 500 € par mois. Et nous avons une moyenne, un prix moyen de nuitée à Maurice qui est supérieur à La Réunion. Alors, où est l'erreur? Ils ont les deux leviers. Où est l'erreur? Est-ce qu'à Maurice, ils gagnent beaucoup d'argent, d'accord? Ou alors, est-ce qu'à La Réunion, on ne sait pas faire? Moi, je pense qu'on est surtout devant un déséquilibre parce que les choses ne sont pas traitées de la même manière. La chaîne du froid à Maurice, moi, je pense qu'on devrait vraiment voir si à chaque fois qu'on part à Maurice et quand on revient au pays, si on n'a pas piqué une gastro. Le coût de la vie à Maurice n'est pas forcément moins cher qu'à La Réunion. Et en tout cas, il y a une disproportionnalité que les Réunionnais devraient ouvrir grand leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'au final, quand on va à Maurice, on ne dépense pas à La Réunion. Et cet argent que l'on met dans ce circuit étranger ne revient pas, si vous voulez, dans notre pouvoir d'achat à La Réunion. Et là où c'est triste, et c'est gravissime, c'est que La Réunion est devenue un petit peu la vache à lait de toute la zone océan Indien, entre Maurice, Mayotte, Thaïlande, parce que pour être un peu plus loin que l'océan Indien, et Madagascar.
Et c'est autant d'argent qu'on ne dépense pas dans le pays, mais en contrepartie, on ne peut rien attendre de ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat véritablement, donc il n'y aura jamais de retour. Ce qu'il faudrait pour équilibrer l'économie touristique, c'est de pouvoir faire des transactions avec des pays qui ont de véritables pouvoirs d'achat et qui, en même temps, apportent une clientèle de qualité avec un pouvoir d'achat qui puisse être versé, si vous voulez, dans l'économie globale du pays. Et c'est pour cette raison que l'ouverture du ciel est importante. Et c'est pour cette raison que, très récemment, avec une équipe de gens volontaires, parce qu'en fait, à la base, ce sont des Mauriciens qui, justement, n'approuvent pas le système et qui m'ont interpellé à ce sujet et qui sont venus de tout cœur travailler sur le sujet de Pierrefonds et qui va générer un vol qui sera Durban-Réunion à partir du mois de février. Durban est une partie de l'Afrique du Sud qui est extrêmement bien dotée en infrastructures, avec beaucoup de richesses et avec surtout une clientèle qui demande à partir vers des destinations nouvelles que peut revêtir la Réunion. Donc ça, c'est pour moi, économiquement, un levier que nous mettons en œuvre avec du bon sens. Quand je vois des décisions de certains qui trouvent que cela pourrait ne pas se faire, je suis triste, parce que je trouve que ces gens-là n'ont pas compris la différence entre l'économie et la politique. Vouloir être contre un projet parce que politiquement, on n'est pas d'accord avec telle ou telle personne, je pense qu'on n'est pas sur le même sujet. Il faut vraiment défendre l'économie du pays et je pense que bientôt, d'autres nouvelles dans ce sens arriveront parce que nous avons également ce travail de fond que nous faisons avec l'Inde, parce que nous estimons être devant une injustice. Ne pas avoir une connexion aérienne avec l'Inde alors que nous représentons 35% de la population est véritablement une injustice. Parce que nous avons moins de 35% de métropolitains à La Réunion et nous avons 4 vols par jour. Ouais. Donc, où est l'erreur ? Il y a un problème, il y a un manquement. Il faut qu'il y ait cette équité et je pense que les gens apprécieront qu'un vol puisse être mis, puisqu'il a existé, il a été retiré pour mettre au profit d'un vol en Asie qui certainement sur le plan économique direct rapporte plus, mais il a peut-être moins de sens parce qu'on n'a jamais vu des Thaïlandais, à part venir boxer, venir à La Réunion. C'est le Réunionnais qui remplit les avions pour aller en Thaïlande et c'est les Réunionnais qui remplissent les avions pour revenir de la Thaïlande. Non, j'ai une question là-dessus qui est assez un peu cocasse. Aujourd'hui, les nouvelles destinations des Réunionnais, c'est la Thaïlande pour beaucoup et un peu Dubaï. Eux, ils ont toutes les infrastructures pour nous accueillir. Est-ce que, d'un regard très neutre, nous, on a les structures pour les accueillir. Par exemple, quelqu'un qui vient des Émirats, qui viendrait à La Réunion, est-ce qu'on a des choses à leur offrir en termes de propreté, en termes de services haut de gamme, etc. Est-ce qu'on a encore un levier de travail là-dessus, justement ? Non, on n'aura jamais le niveau de ce qu'ils ont peut-être besoin pour les accueillir. Je pense que le problème, il n'est pas trop là. Le problème, c'est que nous avons un environnement dans lequel on peut effectivement trouver compensation, puisque nous savons que ces pays-là, ils vivent dans des conditions compliquées au niveau climatique, au niveau écologique, et je pense que La Réunion a ce bol d'air frais à offrir. Ce ne sont pas des gens qui vont venir pour aller à la plage. Nous avons l'intérieur de l'île qui est vraiment exceptionnel. Oui. Et je pense qu'on a un double intérêt, puisque faire venir les gens de Dubaï ou de l'Inde, parce qu'ils arrivent à une période de l'année, par exemple en Inde, quand c'est la mousson, ou quand Dubaï, c'est également la période de forte chaleur, ça correspond à La Réunion, à la période de l'hiver austral. Et nous savons que 60% de notre clientèle vient d'Europe. Et à partir du moment où l'hiver austral à La Réunion fait son apparition, il commence à faire meilleur en métropole, et c'est l'apparition de l'été, de la période chaude, donc les gens viennent moins quantitativement. À partir de ce moment-là, on a cette baisse de fréquentation de l'hôtellerie, ce qui d'ailleurs vient plomber le résultat global des hôtels à La Réunion. Il suffit qu'on arrive à connecter cette période où il fait meilleur à La Réunion et qu'ils soient les Indiens ou les gens de Dubaï sont à la recherche avec un peu de fraîcheur, nous équilibrons tout de suite notre balance commerciale dans le domaine du tourisme. Or, pour cela, il faut des connexions. Mais c'est à nous de doser.
on n'est pas obligé de mettre, comme à Maurice aujourd'hui, 2 vols de 380 par jour et qu'il n'y a toujours pas de place sur les avions. Nous, il suffit qu'il y ait même un vol hebdomadaire. Ça nous permettrait déjà de mieux connaître les besoins de ces personnes et peut-être de les adapter, de moderniser nos outils, de créer des activités qui soient en lien avec leurs besoins. Mais il faut commencer petit et arriver à monter en charge au fur et à mesure. Mais en tout cas, on a un atout majeur sur lequel il faudra de plus en plus mettre en avant, c'est le climat à La Réunion que nous avons et notre petit hiver qui est tellement agréable qu'il faudrait pouvoir revendre quelque part, parce que c'est vrai, quand on vit dans ces pays-là où il fait chaud, où en Inde on approche les 50 degrés, Dubaï 50 degrés, quand ils arrivent ici autour de 18-20 degrés, je pense que c'est un vrai luxe et c'est de cela, à mon avis, qu'il doit être question de mettre en avant. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est qu'en tant que, et là je reprends la partie entrepreneur, là vous venez de résoudre directement la problématique du coefficient de saisonnalité qui baisse pendant les périodes creuses. Il faut juste avoir la clientèle qui est adaptée. C'est du bon sens. Là vous parlez de partir en Inde, c'est du bon sens. L'entrepreneur, le Réunionnais, a du mal à reconnaître la valeur d'un autre Réunionnais. L'entrepreneur à La Réunion a du mal à reconnaître les compétences et les qualités qu'il y a à La Réunion. Nous-mêmes ne connaissons pas notre pays finalement. Là, vous parlez du fait de mettre en avant l'hiver austral à La Réunion. Dites à un Réunionnais de mettre en avant pour le tourisme l'hiver austral, pour lui c'est aberrant, c'est du non-sens. Il faut absolument parler de la plage, etc. Comment on pourrait faire aujourd'hui pour participer à l'éducation des Réunionnais, pour qu'ils soient encore plus conscients de tout le patrimoine qu'on a à mettre en avant à La Réunion et surtout qu'on puisse reconnaître les compétences des Réunionnais pour qu'on puisse mettre en avant aussi notre camarade à côté de nous? Je pense qu'il y a une évolution qui est perceptible. Vous-même ici, vous êtes plus dans une génération de la trentaine et vous êtes dans un autre état d'esprit. Je pense qu'il est important effectivement qu'on soutienne un raisonnement qui soit en ce sens et qu'on fasse émerger, si vous voulez, ce partenariat de plus en plus avec, pareil, on revient aux échanges, on revient à des séances de travail, peut-être d'explication, de transmission. Et en tout cas, moi, j'ai confiance dans cette génération puisque je trouve que les conditions de vie, je dirais, en termes d'échange, quand on a l'occasion de les avoir, elles sont quand même grandement améliorées. Nous sommes quand même dans une génération qui est en train de partir malheureusement, qui a probablement beaucoup fait pour La Réunion, qui avait une audace au travail, qui a cru également à du quantitatif, mais qui n'a pas forcément toujours bien communiqué. Oui. Et aujourd'hui, nous en payons peut-être un peu les conséquences. Mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose pour qu'on soit en phase. Oui. Le Réunionnais a quand même une solidarité et on a bien vu que dans des épreuves comme on a pu avoir à l'occasion des journées roses, etc., oui. que le Réunionnais est très solidaire. Il donne, il participe. Donc, le fond est bon. Il faut peut-être recadrer avec des objectifs qui soient davantage précisés, mais pour autant, ça ne remet pas en cause. Vous savez, il faut plutôt lui expliquer comment y arriver pour justement ne pas créer de jalousie et lui donner les ficelles et peut-être le bon chemin pour y arriver. Souvent, quand quelqu'un réussit, mais ça c'est franco-français, on a l'impression qu'il a volé ou il a triché. Mais on ne mesure pas véritablement son parcours et on ne mesure pas le travail qu'il a pu accomplir. Et ça, c'est désolant, parce qu'effectivement, ça, c'est de nature à faire baisser un petit peu l'intensité au travail. Parce qu'on peut travailler plus, on peut gagner plus, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a triché. Donc, c'est à nous de travailler plus. Et je pense que, je faisais référence la semaine dernière à un élu qui proposait de passer à 15 heures de travail. Moi, je pense que pour bousiller le monde, il n'y a pas mieux. Parce qu'effectivement, on a bien compris que les 35 heures, les 39 heures, ils ont quand même créé des problèmes de production. Ouais. Ils ont créé un malaise au niveau de la rentabilité dans nos entreprises.
Si maintenant on veut diviser cela par 2, ça veut dire qu'on court 2 fois plus vite à la catastrophe. Sachant qu'en plus, 15 heures aujourd'hui, c'est une de vos journées finalement. Et encore une demi-journée, Je pense que d'autres politiques l'ont commenté avant moi et ça a été très bien fait. Mais dans l'idée, vous dites quelque chose, hein, c'est qu'il y a une problématique de votre génération à résoudre qui est la communication, parce que vous avez bâti, votre génération et la génération avant vous, les fondations de l'expansion de la Réunion. C'est-à-dire grâce à vous aujourd'hui et aux gens qui ont agi comme vous, on peut dire aujourd'hui qu'à La Réunion, il existe des infrastructures. Vous avez participé dans le BTP à faire évoluer ça. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de résoudre cette problématique de communication? Et ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent « oui, mais les anciens, soit ils ne veulent pas nous laisser la place, soit c'est un palier trop haut à atteindre et on ne sait pas comment y arriver. » Je prends l'exemple des tisanes à La Réunion où on est en train de perdre de la connaissance. Comment on fait pour à la fois protéger cette connaissance, protéger nos arcs-boutants, entre guillemets, et faire en sorte de continuer et aller au-delà de ce que vous avez fait? Je pense que la réponse est un peu facile parce que dire qu'on ne veut pas passer la main alors qu'au final, on a plus une démission des jeunes, c'est pas forcément rendre hommage à ceux qui ont construit. Moi, je pense que quand on passe la main, on a aussi besoin de savoir que les gens à qui on passe la main requièrent, si vous voulez, un certain nombre de conditions. Oui. Et ces conditions-là, tant qu'on ne les a pas réunies, effectivement, il peut régner une espèce de latence. Mais il y a beaucoup de transmissions qui se font, d'une part. D'autre part, on n'est pas obligé de passer la main et qu'une entreprise doit rester familiale. Une entreprise, ça fait longtemps en tout cas que j'ai compris, nous on est devenus des percepteurs. Ça veut dire dans ce que nous faisons et dans ce que nous devons payer tous les jours dans nos entreprises, ça fait longtemps que l'entreprise ne nous appartient plus. D'accord ? On est devenus des percepteurs publics, on paye nos charges, on paye tout ce qu'on doit payer, nos impôts. Et d'ailleurs, quand on a un retard, aujourd'hui, on est rattrapé très rapidement puisque les chiffres et l'informatique nous le révèlent extrêmement rapidement. Donc, on n'est pas obligé non plus de passer nos entreprises. Une entreprise, on n'a pas fait nos entreprises forcément pour les passer. On les a fait à un moment donné, ou peut-être même qu'on n'était même pas encore en famille, et nos enfants qui sont nés après, ils ne sont pas obligés d'accepter la charge des entreprises. Effectivement, quand ils nous voient au travail, quand ils voient l'intensité et le temps que nous devons passer pour y arriver, je peux comprendre la stupeur, je peux comprendre le répit et je peux comprendre effectivement leur volonté de ne pas se battre autant que nous pour réussir. Et ils n'ont peut-être pas tort. Moi, je ne suis pas dans une logique où les enfants doivent se condamner à reprendre nos entreprises. Et on voit bien que dans certains groupes où les enfants sont, j'allais dire, pour reprendre le thème, condamnés à reprendre des entreprises, ça se passe super mal parce qu'il n'y a ni la foi ni l'envie et ce sont des entreprises de toute manière qui vont couler obligatoirement. Ils n'ont plus la rage. Quand on n'a pas la rage, quand on n'a pas envie, on ne fait pas. En tout cas, M. Narayana, vous tendez la main à ceux qui le veulent et c'est remarquable parce que vous êtes très axé sur la jeunesse, la formation, la transmission. Exemple concret, vous envoyez souvent des jeunes dans de grandes écoles. Pour exemple, vous avez récemment envoyé un jeune réunionnais en Inde pour une cérémonie officielle qui avait été organisée par le ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Donc selon vous, il faut que le jeune réunionnais, ça va ailleurs, ça découvre l'Inde, l'Afrique et les autres continents pour mieux revenir ensuite et mieux apporter au territoire? Oui, parce qu'on est devant un système français qui, pour moi, est en train d'atteindre ses limites. On voit bien que la formation aujourd'hui que nous dispensons en France est dépassée. On voit bien qu'il faut qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe. Et surtout, voir ailleurs, c'est dans des pays qui affichent de la réussite. Essayer de comprendre comment fonctionne déjà l'État dans lequel ces pays réussissent, c'est-à-dire comment cela est managé, comment certains ministères opèrent pour pouvoir obtenir cette réussite. Et à partir de là, oui, nous, on a des modèles économiques, on a des références, on a à l'international des relations qui nous interpellent, qui nous demandent de revenir au pays. On explique notre souffrance, puisque on ne peut pas être comme des mendiants à quémander de l'accompagnement avec des gens qui sont de passage et qui traitent notre destin
Ce n'est pas ça la logique d'une vie. Moi, j'invite ces personnes qui ont ce petit pouvoir de s'ouvrir un peu plus, de se mettre beaucoup plus en direction de l'humanité et de mieux comprendre les besoins que nous pouvons avoir pour, comme eux, pour avoir une famille. Ce n'est pas parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi qu'ils doivent nous marcher dessus. Ce n'est pas parce que quand ils écrivent quelque chose sur un courrier, ça a plus de crédit que ce que nous pouvons écrire, qu'ils vont forcément avoir raison à la fin. Résultat, on en est où? On est devant une France qui s'enfonce, on est devant des chiffres qui sont qualifiés de mensongers. Aujourd'hui, on est quand même limite devant des comptes qui sont insincères et qui sont générés par l'État. C'est une situation qui est extrêmement grave. Est-ce que dans nos entreprises, on a le droit de faire des faux bilans? On en est quand même un peu là. Donc, vous voyez, on a une vraie perte de confiance. Il faudrait qu'on redonne confiance. Et on voit bien que dès lors où on propose à ces jeunes de partir à l'étranger, ils sont immédiatement partants parce qu'ils ne retrouvent pas aujourd'hui à La Réunion ou en France cette envie de faire les choses comme il faut, en tout cas cette aventure qu'ils aimeraient faire. Donc oui, l'Inde est un pays ouvert, l'Inde est un pays qui accueille, l'Inde est un pays qui reçoit les siens et qui les traite bien. À partir de ce moment-là, on va là où on nous reçoit, là où on prend soin de nous, là où on nous donne des pistes d'ouverture. J'ai une question, parce que vous avez dit comme ça qu'en France aujourd'hui, il y a des difficultés. Vous avez beaucoup parlé de l'Inde, et j'aimerais en fait m'appuyer aujourd'hui sur votre sagesse, parce que déjà on a la sensation que vous avez passé un cap qui est intéressant, et on aimerait bien se nourrir de ça. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut, en disant l'État, il nous taxe trop, l'État, il nous empêche de faire ça. On ne peut pas mettre un dossier sans qu'on nous embête sur ces sujets. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'aujourd'hui, vous, je ne sais pas quel âge vous avez exactement, on ne peut pas arriver et mettre un peu le point sur la table en disant ça, c'est pas bon, ça, il faut faire ça, ça, il faut faire ça, et vraiment avoir une voix où on nous entend. C'est quoi votre regard là-dessus? Écoutez, moi j'aimerais bien. Le problème, c'est que si on a envie de se mettre en rouge foncé, il suffit qu'on le fasse. Aujourd'hui, au lieu de nous comprendre, on nous déteste. C'est-à-dire que plus on va pointer du doigt un sujet, plus on passera pour l'intrus. Comment ça se fait? Et parce que justement, on aime bien le béni oui-oui, on aime bien les moutons de Panurge, d'accord? Et on n'aime pas forcément les gens qui apportent de belles idées ou qui en tout cas essaient de justifier par des idées concrètes comment on peut faire avancer des situations. On a aujourd'hui sur le grill 3 dossiers d'investissement. 3 dossiers qui retracent exactement ce que la réglementation nous impose, ce que l'écologie nous impose, ce qu'il faut faire en termes de production pour pouvoir améliorer aussi bien des critères comme la pollution ou comme la baisse de trafic. Et ces 3 dossiers aujourd'hui sont sous le coude de l'administration qui ne donne pas suite et on n'a jamais su pourquoi. Donc on ne va pas se battre éternellement. Nous, on estime que lorsqu'un dossier n'a pas l'appui de nos autorités, il faut laisser tomber. Vous savez, on a pris l'habitude. Quand on monte un dossier bancaire, on sait qu'il y a des critères, il y a un cadre. On sait le répondre. On a, nous, des services internes dans le groupe ou dans une entreprise normale. Quand ce n'est pas dans le groupe, c'est externe. Mais en tout cas, on arrive à monter des dossiers et on sait pertinemment un dossier qui peut recueillir un avis favorable ou un avis défavorable. Et quand la banque répond défavorablement, c'est qu'il y a des raisons. C'est justifié et à partir de là, on est convaincu que c'est un dossier qui pourrait effectivement ne pas économiquement être favorable. Mais quand l'administration vous rejette un dossier, c'est rarement justifié. Et selon la lecture que peut avoir une personne, un responsable de service, ça devient un peu la parole bénie. Donc, plus personne ne peut le convaincre parce qu'on estime que dès lors où on s'explique de trop et qu'on demande une intervention, ça devient ce qu'on appelle un harcèlement ou une pression. Cela fait que, du coup, il n'y a plus rien qui se passe. On doit être dans le courant des pensées qui sont souvent des pensées qui ne correspondent pas forcément aux réalités. Et c'est comme ça que les affaires tournent. C'est comme ça que le découragement, il va partir en grandissant.
Et c'est comme cela que les gens ils vont partir ailleurs, tout simplement. C'est intéressant ce que vous dites, puisque d'une part, vous dites à la banque, il y a une corollaire. Si on nous dit oui ou non, il y a une réponse quasiment mathématique. On va dire il y a point 1, 2, 3, et si vous les réglez, ça passe ou ça ne passe pas. Et dans l'administration réunionnaise, on peut le mettre un peu plus en avant comme ça, il y a de l'affect. Comment ça se fait que, bizarrement, à la banque, tout est carré, tout est droit, enfin de manière générale, hein, et de l'autre côté, il y a de l'affect. C'est-à-dire que pour le déclassement d'un terrain, pour un projet qui nécessite de l'aide publique, il y a de l'affect en disant peut-être « Ah, mais ça, c'est Joël Narayana, m'a pas envie, valide son truc ». Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'il y a un petit peu de jalousie ou un jeu de pouvoir caché, typiquement à La Réunion? Alors, comme c'est vous qui le dites, je pense que vous avez déjà votre idée sur le déroulement des affaires. Effectivement, moi je trouve que c'est pas trop là-dessus que moi je me battrais parce qu'on serait tout de suite mal PSU. Oui. Mais par contre, effectivement, plus vulgairement, ça s'appelle le réseau. D'accord ? Oui. Et ce réseau, c'est un emprisonnement dans lequel, par exemple, je me suis toujours gardé de ne pas rentrer parce que j'estime que c'est toujours très pervers, d'accord, d'être dans ce système, parce qu'à un moment donné, il y a un retournement. Je préfère faire confiance à nos compétences, à notre ressenti, plutôt que d'essayer d'aller négocier des accords où on sait que celui qui viendra après risque justement, par vengeance, faire le contraire de ce qui a été fait le coup d'avant. Vous savez, c'est un cycle dans lequel on s'inscrit, et ce cycle-là, il est pas trop mal fait. La preuve, c'est que tous ces gens qui ont passé leur temps à bloquer des dossiers, tous les gens qui ont passé leur temps à abuser de leur pouvoir, vous savez quoi? Essayez de les voir après leur retraite. Vous allez voir leur état. Vous allez voir ce que ces gens-là ils subissent, et vous allez voir de quelle manière ils profitent de la vie. Au final, ils sont isolés, ils se retrouvent sans pouvoir, et c'est des gens qui, du coup, ne savent plus vivre, tout simplement. Parce qu'ils ont toujours eu cette habitude d'écrire, de signer, d'émettre des avis où ils savent que ce sont des avis qui comptent. Et au final, l'humain a complètement été oublié. Et en oubliant ça, ils oublient également leur famille. Oui. Et du coup, tout est amalgamé. Et c'est des gens, comme on dit vulgairement, qui finissent très mal. Moi, je préfère qu'on soit beaucoup plus proche. Être patron d'une entreprise, ce n'est pas une gloire, c'est une tâche supplémentaire. C'est une responsabilité lourde. Je préfère qu'on essaye d'assumer déjà cette responsabilité le plus justement possible, en créant au sein de nos entreprises une vraie cohésion, en donnant du sens au mot partage, en ayant une étroite collaboration avec qui soient nos collaborateurs directs ou indirects. Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet à vous renseigner de ce que nous faisons dans nos entreprises. Vous allez voir que nous menons des actions régulières pour que notre personnel soit à l'aise, notre personnel ait envie de donner le meilleur d'eux-mêmes à l'entreprise qui leur donne à manger et qui fait grandir peut-être leur famille. Et je pense que c'est déjà un travail qui est beaucoup plus pragmatique et qui nécessite beaucoup plus d'attention et qui, en tout cas, nous font faire du bien aux gens que nous pratiquons et les gens qui nous font confiance. Et justement, M. Narayana, vous avez, donc, dans un récent article, vous parlez justement de ces entrepreneurs réunionnais qui sont discriminés. Et moi, je regarde un peu les commentaires et j'ai été, en tout cas, très étonné qu'il y a eu beaucoup de commentaires positifs à votre égard et sur vos paroles. Est-ce que vous pensez que finalement le Réunionnais commence à se réveiller, justement grâce à des voix comme vous qui disent les choses comme elles le sont? Ben, écoutez, je pense que je suis dans ce que la vérité doit être révélée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour calfeutrer une situation, on n'est pas là pour faire de la publicité, on est là surtout pour dire qu'est-ce qu'on va laisser en termes de raisonnement pour ceux qui arrivent après nous, pour que soit ils ne fassent pas les mêmes erreurs, ou soit qu'ils aient tout de suite une vision plus appropriée. Ce n'est pas mentir de dire qu'il y a de la discrimination. La discrimination, on vient d'être interpellé là-dessus. Effectivement, il y a des passe-droits, il y a du copinage, il y a du réseau. Cela doit effectivement
de moins en moins s'appliquer parce qu'on est tous égaux devant le droit et il n'y a pas de raison que certains dossiers, parce que ce sont des personnes que l'on connaît ou qu'on a fait ensemble, les grandes écoles, ou qui appartiennent à des grands groupes ou à des majors, qu'on doit favoriser le dossier, alors que nous, entreprises locales, nous avons mis en œuvre des moyens, nous avons pris des engagements, nous avons un passé, nous avons démontré notre capacité à réaliser de belles choses sur le plan du développement économique, sur le plan social. Nous avons créé des modèles économiques qui marchent. À l'exemple, si vous voulez, aujourd'hui de l'Akoya, où j'ai le plaisir de vous recevoir, nous sommes certainement l'un des hôtels en France qui a sa propre ferme complètement connectée et qui produit ses légumes et ses fruits bio. Nous n'avons pas attendu que la loi soit applicable pour nous expliquer c'est quoi le circuit court, c'est quoi l'économie circulaire ou c'est quoi l'autonomie alimentaire. Il y a une logique dans ce que nous faisons. Quand nous avons ici dans le BTP des majors qui s'emparent de tous les gros marchés de la Réunion et que moi, alors que j'avais un peu quitté ce milieu du BTP, j'ai dû reprendre les commandes d'une activité de BTP pour montrer à ces gros-là que nous avons aussi des entreprises locales qui sont capables de porter avec elles des entreprises qui soient de petite taille ou de moyenne taille pour leur permettre de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire de construire, de bâtir et d'être accompagnés. On l'a fait et ça nous réussit bien. Nous avons la confiance de nos collectivités qui, quand nous sommes les mieux placés ou quand nous sommes en position d'être adjudicataires sur des marchés, qui nous attribuent sans distinction des marchés publics. Donc ça nous permet de redistribuer, ça nous permet de faire travailler ces entreprises locales, tout ce tissu qui est important parce qu'on ne peut pas avoir que des gros et ne rien avoir en dessous, tandis qu'aujourd'hui, on recrée tous ces maillons économiques et l'intérêt, il est public. Ça permet aussi bien aux privés qu'aux collectivités d'avoir tous les maillons de la chaîne selon les différents métiers qui sont nécessaires pour actionner des métiers dans le public ou dans le privé. Et si nous, on ne fédère pas ces gens-là et on ne leur donne pas les moyens de continuer à employer et à travailler, effectivement, nous aurions affaire à un bloc de grosses boîtes et dessous, il n'y a plus rien. Et c'est tout le monde qui paierait les conséquences négatives de cette mauvaise transition. On observe quand même un changement dans le paradigme et le subconscient à La Réunion. C'est que pendant très longtemps, nos aînés nous disaient « la réussite, c'est pour les autres ». La gloire, c'est pour les autres. Moi, je viens d'une famille où on m'a expliqué, avec toute la bonne volonté qu'il a et tout l'amour qu'on m'a donné, que c'est compliqué de réussir, il faut faire certaines choses. Quand on voit de plus en plus de Réunionnais réussir aujourd'hui, quand on voit que dans le monde, il y a beaucoup de self-made, des personnes qui sont arrivées de rien et qui arrivent à des millions, mais surtout qui arrivent à avoir une entreprise, nourrir des familles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la réussite et le succès n'est plus un tabou à La Réunion, qu'on peut en parler et surtout qu'on peut utiliser toute notre capacité à entreprendre, à faire des choses. Parce que j'estime, et je pense que vous pareil, à La Réunion, on peut faire énormément d'innovation, tant dans la culture, tant dans le textile, tant dans le BTP, l'innovation aussi en termes d'infrastructure. Je pense à tout ça. On regarde ici à l'Akoya, on voit que c'est végétalisé partout. On peut se dire qu'il y a de l'espace et il y a de la création ici. Donc aujourd'hui, ce subconscient-là et ce frein-là a été levé. Comment on fait pour utiliser cette nouvelle énergie qui a été contenue pendant des générations? Alors, je ne veux pas excuser nos anciens, mais je veux juste rappeler qu'on a été colonisés. Oui, totalement. On a été sous un joug qui a plus ou moins marqué certaines personnes. Et je pense que c'était plus par précaution qu'on nous demandait de ne pas aller trop vite et de ne pas dépasser peut-être certaines limites qu'ils ont dû mettre dans leur subconscient. Ceci dit, toujours il a fallu oser. Et aujourd'hui encore, les choses sont très compliquées. Moi, la réussite, pour moi, je rappelle qu'elle n'est jamais atteinte parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, quand on réussit et qu'on n'intègre pas forcément tous les paramètres qui concourent à la réussite, on est mal vu. C'est-à-dire que ça génère de la jalousie. On ne peut pas non plus, sous prétexte de la jalousie, de ne rien faire. Moi, je pense qu'il faut arriver à créer quelque chose d'homogène qui soit dans la communication, qui soit dans le comportement, qui soit dans le milieu, dans les différents milieux que l'on pratique. Quand on va chez nous dans un temple,
nous, on n'hésite pas pour aider, pour passer le balai, pour donner un coup de main, Il y a un pour respect, montrer qu'on est tous égaux et qu'il n'y a pas un patron ou un ouvrier et on doit être tous de la même manière dans quelles que soient les activités que nous faisons. Il m'arrive d'aller visiter encore nos chantiers ou d'être avec mon personnel où j'ai toujours plaisir à collaborer avec eux, à être proche, à partager des informations ou à peut-être apporter des corrections, en tout cas à leur transmettre une certaine expérience. Après, les choses vont être toujours très compliquées puisque nous savons que par rapport à ce qui existe, les parts de marché vont se rétrécir. Donc, il y aura forcément les gros qui voudront encore plus. Donc, on va arriver sur un empiètement encore plus massif en fait des activités. Donc, il nous faut être performants, il nous faut être persévérants et il nous faut peut-être ouvrir un peu plus le champ des possibles. Et là-dessus, nos parents nous ont donné des bases. Oui. Et je pense que là-dessus, il faut que nous, on s'accommode à ce qui nous va bien par rapport au développement du futur, par rapport à ce que l'avenir nous réserve. C'est ça, moi, nous on dit, moi je pars d'un principe, c'est qu'il y a un V1 de cette histoire à La Réunion, c'est que nos aînés nous ont libérés en fait du colonialisme, etc. Et ils ont cette force, quand on les regarde du coup dans une deuxième version, dans ce V2, on dit mais il y a une force, ils ont réussi à se sortir de cet esclavage, à se libérer. Et c'est à nous, notre génération aussi, de dire, comme dirait David Sicard, au nom de nos pères, d'aller encore plus loin, de se libérer aussi de cette oppression entre guillemets économique, parce que les gros voudront plus, mais nous, on n'est pas petits. On est des gros qui arrivent aussi sur le marché à La Réunion. J'estime qu'il y a tellement de potentiel, qu'il y a beaucoup de gros qui vont arriver et récupérer ces parts de marché-là aussi également. Est-ce que c'est possible selon vous ? Oui, moi je pense qu'il y a aussi des gens qui continuent à croire et qui se battent peut-être de manière un peu trop isolée, certainement. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir effectivement arriver à mieux se regrouper, À réunir les gens. à mieux se réunir et à créer beaucoup plus de partenariats. Ce que nous faisons, nous, par exemple, dans un secteur compliqué comme le BTP, où nous travaillons beaucoup en partenariat avec des entreprises, ça nous donne l'occasion de les accompagner, ça nous donne l'occasion également de les faire travailler, ça nous donne l'occasion globalement de nous retrouver au sein d'une famille qu'est le BTP, qui est un milieu extrêmement riche. Vous savez, c'est un milieu qui est direct. C'est pour cela que quand on est issu de ce milieu, on sort avec beaucoup d'expérience parce que on ne triche pas, on ne ment pas. Quand on dit qu'on fait une route, si la route elle n'est pas faite, si elle n'est pas de qualité, on ne peut pas mentir, on ne peut pas dire que la route elle est faite. Les résultats sont visibles, Voilà. ça se voit. Quand Quoi. on fait un bâtiment, quand on construit, quand on dit on fait un hôtel, si l'hôtel il n'est pas fait, on ne peut pas inventer et faire un 3D pour vous faire montrer que l'hôtel est fait. Donc, on est dans un monde réel. Moi, en tout cas, je suis très dans le démonstratif. Je n'attends pas que les lois s'érigent. Souvent, on a fait des choses où les lois viennent par la suite s'y coller. Et je pense que c'est la meilleure façon de montrer qu'on a compris. Sauf qu'en France, on n'a pas le droit de comprendre trop vite et trop avant les autres. Et ça, c'est le problème où des fois, ça nous coûte un peu cher. Et par la suite, quand on nous reconnaît, bien souvent, c'est quand on est mort. Ouais. Alors, des louanges, quand on est décédé, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Autant le faire pendant qu'on est vivant et peut-être nous dire même quand ça ne va pas pour qu'on rectifie, mais nous vanter en permanence quand on n'est plus sur Terre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si on peut ne serait-ce qu'éviter de nous charger avec des documents stressants, avec des avis négatifs, avec des gens que l'on paye avec notre sueur via les deniers publics pour nous écrire le contraire de ce qui doit être fait pour un développement cohérent et pour la construction d'un pays, je pense que c'est certainement un point important sur lequel certains se reconnaîtront et devront méditer. On aimerait aussi avoir un retour d'expérience pour s'inspirer de vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, beaucoup de jeunes hommes qui ont envie de s'élever, envie de grandir, peut-être envie d'être un peu comme vous, qui vous êtes aujourd'hui. Si on devait en fait synthétiser et réussir à prendre la substance de votre réussite aujourd'hui, ce serait quoi le message que vous aimeriez faire passer pour qu'on se dise « Ah ok, si j'ai ça dans ma vie, ça va m'aider à avancer plus vite, plus fort et avoir plus d'impact ». C'est quoi cette substance que vous avez, que vous aimeriez transmettre ? Moi, je crois beaucoup au travail. Je crois beaucoup au travail
à l'ardeur au travail et au contenu de ce que nous faisons. Quand vous menez, admettons, 5 dossiers, vous pouvez avoir 2 dossiers ou 3 dossiers qui échouent, et il y en aura au moins 2 qui vont sortir. Mais quand vous n'êtes pas assez assidu et que vous n'êtes pas assez au travail, vous allez faire qu'un dossier ou 2 dossiers. Mais si ce dossier ou ce deuxième dossier il échoue, du coup, vous n'avez aucun dossier qui réussit. Donc, ce n'est pas du quantitatif, mais effectivement, il faut peut-être une pluralité de dossiers d'une part, mais il faut aussi se dire que tous les dossiers ne peuvent pas réussir. Et plus on en met sur la table de manière organisée, c'est plus on a des chances de pouvoir, à la sortie, obtenir des dossiers qui vont fonctionner. Si je comprends bien, vous, votre vision, c'est semer beaucoup avec intensité et il finira par y avoir un dossier ou une tâche ou quoi que ce soit qui va finir par fleurir et fonctionner. Aujourd'hui, quand on regarde votre situation aujourd'hui, on se dit, mais vous avez fait beaucoup de choses. Et là, dans l'avenir, c'est quoi un peu votre vision? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus que ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est économique? Est-ce que ce serait un autre projet d'envergure? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Écoutez, le mot le plus important qu'on a eu la chance de prendre en compte depuis le départ, c'est le social. C'est ce que nous a inculqué nos parents. C'est-à-dire que faire du social, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'il faut faire un effort, il faut que ce soit naturel. Et de ce côté-là, on nous le rend toujours bien. Je n'ai pas, à ma connaissance, depuis 45 ans, je n'ai pas de contentieux dans mes entreprises sur le plan prud'homal. Je ne connais pas ce que ça veut dire avoir un prud'homme, d'accord ? Alors qu'on a des centaines d'employés. À chaque fois, on a su écouter, on a su trouver des solutions. Quand on n'a pas eu des solutions à 100%, on les a trouvées à un pourcentage suffisamment important pour convaincre de l'intérêt de se mettre d'accord et ne pas entraîner des contentieux à tort et à travers, puisque un contentieux, il est toujours intriguant, il entraîne de la peine et ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent chez nous, et je vous laisse prévoir même un de ces jours une émission en immersion au sein d'une de nos entreprises. On va noter l'idée. Prenons une entreprise de TP qui est certainement la plus compliquée aujourd'hui à tenir. Et je vous invite d'aller voir ce qui se passe, comment nous avons su intégrer des jeunes qui, à la base, étaient sans emploi, qu'on a su former, qu'on a su mettre au travail, qu'on a su donner une destinée à travers un CDI. Comment l'entreprise s'engage à les aider même au niveau bancaire. Comment l'entreprise s'engage à leur donner des moyens, à leur donner en fin d'année des niveaux de primes qui sont juste incroyables, qu'on peut dévoiler avec plaisir, d'accord, pour qu'ils partent en fin d'année avec le sentiment d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes à une entreprise qui a de la reconnaissance. Tout cela est vérifiable. Et je pense que si tout le monde, on donne ce message, on explique l'intérêt de travailler et de donner le meilleur de soi-même, on partirait avec des gens beaucoup plus favorables à du résultat et ils travailleraient beaucoup plus en direction de nos objectifs. Il y a quand même cette idée, moi je retiens 2 notions dans ce que vous voulez apporter, la substance, comme Guillaume disait, aux générations d'après, à ceux qui veulent réussir. Il y a le fait d'occuper l'espace, d'être là, d'occuper l'espace, d'avoir des dossiers en cours, d'être là en train de s'activer au travail, et le côté social qui arrive dans un deuxième temps finalement. Parce que pour partager et aider les autres, il faut déjà avoir de quoi partager et aider les autres. Et beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui vont sur ce côté, je veux être un entrepreneur social qui bénéficie à la société. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même cette étape de stabilité, nous sommes des hommes, donc on va dire d'imposition, de structure en tant qu'homme sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite pouvoir accompagner les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une étape qu'on passe aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faudrait pas insister vraiment sur prendre sa place dans l'économie pour ensuite partager? Vous savez, le problème, c'est un problème de caractère, certainement. C'est un problème de charisme. C'est un problème qui peut être un peu inné, je veux dire. Mais c'est compliqué de demander à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas, oui, ou de vouloir transformer quelqu'un. Ce n'est pas trop le rôle qu'on doit nous s'insuffler. Moi, je pense qu'il faut peut-être effectivement être assez inspirant pour que les gens puissent se dire que là, il y a peut-être quelqu'un qui, comme nous, est sorti à la base, qui a su peut-être, par la force du travail ou d'une certaine intelligence, à obtenir des résultats.
Moi, je crois qu'il faut aussi rester dans le respect. Il y a aussi des gens qui ne souhaitent pas se développer. Il y a des gens qui souhaitent se contempler d'une petite vie aisée, facile, pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, et c'est leur équilibre. De plus en plus, on aura des gens qui vont se ranger dans cette philosophie parce que la bagarre, elle deviendra de plus en plus rude. Et je ne sais pas si inspirer les gens implique effectivement les tirer par le haut systématiquement, parce que on ne doit pas non plus dénaturer, d'accord ? Et de la même manière, si quelqu'un a des compétences, c'est à lui de les révéler. En tout cas, moi, je passe beaucoup de temps à expliquer, à donner de mon temps. La formation chez nous, c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui. Depuis les années 90, nous, on reçoit les jeunes qui soient des grandes écoles d'ingénieurs ou des grandes facultés, que nous formons, que nous retrouvons ensuite sur le marché de l'emploi, que nous recrutons ensuite un peu plus tard. On est content de le faire, on est content de les insérer. Ça constitue un vrai devoir, parce que nous voyons bien que l'enseignement traditionnel, elle est un peu au bout de souffle. Et il nous faut faire de l'immersion. Et c'est vrai que dans une entreprise, on ne peut pas mentir. Soit il y a du résultat, et ce résultat, il se poursuit. Soit effectivement, on n'est pas bon parce qu'on n'a pas soit la méthode, ou soit les marchés qu'il faut, ou soit les compétences. Et ça se sait aussi tout de suite. Mais quand on arrive à La Réunion, à avoir une entreprise qui a dépassé la quarantaine d'années d'existence, quelque part, c'est bien. Mais on devient aussi fragile, ça veut dire qu'on est ciblé, on attire un certain nombre d'attention, ça ne plaît pas toujours, pas à tout le monde. Au lieu de nous prendre en référence, on préfère nous enterrer à coups de pied, mais nous, vous savez, on a la chance d'avoir une religion et on croit, nous, à notre destinée, et on estime que ce ne sont pas des hommes comme nous qui vont faire notre destinée. Ils peuvent écrire le temps qu'ils veulent, ils peuvent faire les courriers qu'ils veulent. Ce qui doit être pour nous est déjà écrit, et ce qu'ils écrivent souvent finissent à la poubelle ou contre eux. Donc là-dessus, on est plutôt tranquille, on est plutôt confiant. On fait confiance, nous, à ce qui se passe au-dessus, et on ne regarde que très rarement dans le caniveau. Justement, M. Narayana, aujourd'hui, le rôle des médias dans le récit réunionnais, qu'est-ce qui est valorisé? Qu'est-ce qui est peu montré? Est-ce que le récit médiatique donne une place suffisante aux entrepreneurs de terrain comme vous et à ceux qui font vraiment l'économie ou pas du tout? Oui, moi je pense que dans les médias aujourd'hui, il y a des médias qui ont compris qu'il faut prendre en compte les actions en direction de l'économie, et c'est important qu'on ait ce fil d'actualité qui permette aussi d'avoir l'information et en temps réel, qui souvent sont corroborés par un mensuel, par exemple. Je ne vais pas citer le mensuel auquel je fais allusion, mais c'est un Réunionnais de cœur. C'est un groupe avec qui, de père en fils, ce média a été repris avec beaucoup de cœur, je dirais, et qui effectivement fait très attention à ce que les actions soient mises en avant, et qui se soucie beaucoup de transmettre les informations qui soient les plus proches de la vérité et qui donnent envie de lire ce qui est écrit. Après, vous avez d'autres médias en périphérie de la Réunion qui sont plus basés à Maurice et qui de toute manière prennent quelques informations de la Réunion, mais qui profitent plus de l'auditoire réunionnais pour parler de ce qui se passe à Maurice. Donc là aussi, je reconnais ce média qui à chaque fois met en avant non pas les entreprises réunionnaises, mais les entreprises mauriciennes, mais vient vendre leur papier à la Réunion. Mais oui, je dis qu'il y a une prise en compte de plus en plus des médias qui sont en ligne et qui sont consultables et que nous regardons régulièrement, où on voit des trajectoires qui se dessinent avec des gens qui osent quand même, parce qu'il y a des moments où je pense que le niveau de risque, il est là. Ces gens-là, ils continuent
à avoir un peu de foi dans ce qu'ils ont envie de faire, et ça doit être soutenu. Très bien. Et justement, pour clôturer un peu notre échange, vous êtes un homme d'expérience, vous êtes un homme de terrain. Vous êtes un homme qui trouvait des solutions. Si vous avez une mesure simple à demander aujourd'hui pour protéger le tissu économique, parce que le tissu économique est très fragilisé, et l'emploi également, ce serait laquelle? Écoutez, je ne pense pas que ce que je vais dire là va changer le cours des choses, mais on a suffisamment de bureaucrates, de technocrates qui sont payés pour cela. Il suffit de prendre tous les bilans des entreprises actuelles et d'apposer cette grille de fiscalité et de charges sociales qui vont s'appliquer dans les jours qui viennent pour se rendre à l'évidence que si effectivement toutes ces mesures sont appliquées, l'année prochaine, à la même époque, tout ce qui peut nous arriver, c'est qu'il y ait encore moins d'entreprises qui existent et qu'on soit devant une économie qui soit encore plus mal à l'aise, asphyxiée. Donc, je pense qu'il faut stopper effectivement cette augmentation de taxes, cette augmentation de charges sociales. Nous sommes en train de tuer toutes les entreprises. On ne peut pas être responsable de ceux qui ont dépensé dans les ministères, à tort et à travers, qui ne se justifient pas, qui partent avec des trous inconsidérables, de trous considérables, et qui disent que ce n'est pas de ma faute et qu'il n'y a aucune punition au bout, et ce sont les contribuables qui se retrouvent sous la gouttière. Ce n'est pas normal, ce sont des décisions qui ont été prises à notre insu. Nous avons subi. De quel droit devons-nous payer toutes ces incompétences, toutes ces malfaçons, toutes ces personnes qui ont pris des mauvaises décisions? On ne peut pas, nous, aujourd'hui, mettre en cause tous nos outils, mettre en péril la vie de nos entreprises parce que les décideurs, parce que les politiques ont mal agi, parce que les dépenses ont été mal fléchées, parce que des investissements ont été mal faits. Moi, je pense que dans une entreprise privée, lorsque vous faites une manipulation comptable, vous avez des comptes à rendre, vous avez un commissaire aux comptes, vous avez un expert comptable, vous avez des bilans à remettre à un tribunal de commerce. Je ne comprends pas que nous, on puisse être amenés, traduits devant un tribunal pour un abus de bien social, pour une mauvaise écriture qui était passée à un moment donné de l'action, parce qu'on peut l'assimiler comme un détournement de fonds avec notre propre argent, et qu'avec les deniers publics, que les politiques puissent se permettre de faire des chantiers qui n'aboutissent jamais, de faire des dépenses inconsidérées, et qu'au final, tous ces gens, ils repartent tranquillement sans être inquiétés. Et ça, c'est anormal. On ne pointe pas les vraies responsabilités. Quelque sorte un problème d'équité et de justice à La Réunion. Ils ne peuvent pas être protégés. On ne peut pas continuer à utiliser des deniers publics pour faire des investissements qui ne sont pas en adéquation avec les vrais besoins et les priorités. Quand je vois toutes les fêtes qui sont organisées, toutes les dépenses qui sont éphémères, qui de toute manière consomment du budget, alors que ces mêmes personnes qui vont à la fête n'ont pas de toit, et après la fête, ils retombent dans leur tristesse, je trouve que les élus manquent un peu de vision. On devrait plus se focaliser pour créer des emplois, pour créer des logements, faire un peu moins la fête et expliquer aux gens qu'il faut aller travailler et qu'il faut créer une famille, qu'il faut arrêter de dépendre des collectivités ou des emplois communaux ou des emplois dans les collectivités. Et redonner confiance aux entreprises parce que ce sont les vrais seuls moteurs qui créent de la richesse et qui créent des emplois. Justement, on va rajouter un peu de chaleur. On est le 29 décembre. L'année 2026 arrive à grands pas. Vos souhaits, M. Narayana, pour les Réunionnais, pour la jeunesse réunionnaise, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Écoutez, s'ils peuvent reprendre un peu confiance et se dire que les choses pourraient s'améliorer et ils peuvent peut-être s'exprimer de manière à ce qu'ils soient davantage entendus. S'exprimer, c'est pas manifester, c'est pas forcément foutre le trouble, c'est peut-être créer un courant de pensée qui interpelle peut-être nos dirigeants pour qu'une analyse des réflexions soit davantage prise en compte, pour qu'au-delà de leur stratégie politique et de leur ego, puisqu'on est quand même dans
dans un combat d'ego. Hein. Souvent, on voit bien qu'il y a des beaux projets qui ont été faits à La Réunion, qui à un moment donné sont mis de côté parce qu'une nouvelle majorité arrive. Cette nouvelle majorité qui va de toute manière à un moment donné aussi changer, va certainement encore laisser de beaux projets où la future majorité va encore remettre de côté. Tout ça, ça a entraîné des millions et des centaines de millions de dépenses qui sont faits, et quand les gens y voient cela, c'est vrai que ça ne donne pas envie de continuer à croire que les choses vont s'améliorer. Donc, l'ego, pour moi, est quelque chose d'important qu'il faut qu'on arrive à traiter et de raisonner beaucoup plus en mission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'avenir soit meilleur, pour que nos jeunes aient envie, pour que le travail soit vraiment quelque chose qui convienne mieux à ce qu'on peut utiliser comme base pour bâtir durablement, et non pas se dire qu'on est dégoûté et on n'a pas envie de travailler parce que de toute manière, cet argent va passer dans des dépenses inconsidérées et on a l'impression de gaspiller notre vie par le travail. Il faut que ça devienne quelque chose d'attirant, que les gens participent, qu'ils aient envie de construire, qu'ils aient envie de participer de façon à ce qu'ils se retrouvent à un moment donné bénéficiaires de leurs actions et non pas l'inverse. Or, aujourd'hui, c'est ce qui est décourageant. C'est-à-dire que le gros danger, c'est qu'à l'époque, nous avions des gens qui n'étaient pas contents et qui faisaient des grèves et qui barraient les routes. On appelait ça des gros bras. Aujourd'hui, à l'inverse, on a moins de gros bras, mais on a plus d'intellectuels. Donc, les gens, ils réfléchissent beaucoup plus sur les actions qu'ils peuvent mener. Ça veut dire qu'il y a cette capacité physique qui s'est un petit peu amenuisée d'une part, mais il y a une capacité de réflexion et une capacité intellectuelle qui permet de réfléchir plus largement, et ça devient plus dangereux parce qu'au final, les deux couplés, ça peut effectivement faire l'effet qu'on ne souhaite pas. Très bien. En tout cas, je voudrais rajouter quelque chose. En tout cas, merci M. Narayanan pour toutes ces idées, cette sagesse, ces mots sur votre vision, votre manière de voir les choses et sur comment on peut s'inspirer de lui afin de grandir, de croître soi-même. C'était en tout cas un grand plaisir de pouvoir échanger dans ce lieu d'exception où, je l'espère, vous aurez l'occasion de le visiter rapidement en début d'année. Est-ce que tu avais un truc à dire ? Oui, j'aimerais moi remercier chaleureusement M. Narayanan. C'est vrai que la porte m'a tout de suite été ouverte. J'ai envoyé un petit message et M. Narayanan m'a vraiment ouvert les bras. Et on a besoin d'acteurs comme vous pour notre jeunesse. Et merci de faire tout ce que vous faites pour La Réunion. Écoutez, moi je pense que c'est une île qui nous donne déjà beaucoup. Et il nous revient d'en faire autant, dans l'autre sens, pour préserver effectivement cette île, parce que tout ce qu'on fait, c'est effectivement par amour pour ce pays. Puisque vous pensez bien qu'avec beaucoup moins de difficultés, nous pourrions exercer ailleurs qu'à La Réunion, avec des réussites aussi intéressantes, voire plus intéressantes, et avec certainement beaucoup moins de tracasseries. On a choisi de développer, de travailler, de se battre dans ce pays. On demande juste à ce que nos administrations nous accompagnent. On ne veut plus, on n'accepte plus ce bloc contre bloc où j'ai l'impression que les pétitionnaires constituent un bloc contre l'administration et vice-versa. Il faut qu'on crée ce lien où on nous écoute, où on nous interpelle, où on nous reçoit. Aujourd'hui, il y a un rejet de l'administration. On ne reçoit plus les chefs d'entreprise. On ne peut plus avoir un rendez-vous sur un dossier où on doit s'expliquer. Aujourd'hui, ça se traite à coup de courrier. Ça se traite à coup de délai, et au-delà du délai, on ne discute plus d'un dossier, il est clôturé. Et ça, on est limite inhumain. Et pour ma part, ce fut un plaisir d'être à l'Akoya pour faire ce dernier podcast de l'année. Et je veux vous dire, à vous qui nous regardez, dans un précédent podcast, on a dit qu'un message peut faire la différence. Un message a amené Lookman à nous permettre de faire cette émission aujourd'hui. Donc, au-delà de le féliciter, vous dire que oser, et comme disait M. Narayanan, garder la foi, c'est ce qui nous fait avancer à La Réunion. Exact. Bonne année 2026. Ouais, 2026. Bonne année 2026 et merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup.